Alors, formé en 2020, la chaire apocalyptique Gourou propose dès son premier album Novalux 4 épîtres qui s'ouvrent sur l'imminence de l'apocalypse. Cette fois, avec Reveal in the End of the World, désolé pour mon superbe accent anglais, plus de doute, nous y sommes. L'apocalypse, la fin du monde. Et ce mystère, ce qu'il y a derrière le voile noir, ainsi que la marche à suivre pour ouvrir le portail, retourner vers la lumière du Sagittaire. Notre gourou, du haut de ses 5 apôtres, nous offre un Pentateuque formant la révélation, leur révélation. Accepter de mourir pour renaître, endurer le fouet ardent, mordre la chair qui palpite. Ce sont là les préceptes de leur homélie. Alors ce soir, messieurs, maîtres, peut-être, vous nous conviez à une messe noire, une messe rouge, comme les ibis de l'artwork? Une messe bleue et rouge. Bleu pour Novalux. On va quand même jouer 3 titres de notre ancien album. Et 2, malheureusement, au lieu de 3, parce qu'on a un temps de set un peu raccourci, du nouvel album. Donc voilà, sur 2 teintes. D'accord. Donc vous serez l'espace d'un set, nos heureux gourous. Mais en dehors, qui êtes-vous? C'est là que maintenant vous pouvez vous présenter. Moi je suis Jerry, compositeur, parolier et vocaliste sur scène. C'est Quentin, je suis le batteur depuis début 2021, je crois. Thomas, le guitariste. Rémi, l'autre guitariste. Et Maxime à la basse. D'accord, j'ai eu peur que tu dises guitariste aussi. Oui, Jerry et Myst. Du coup, Myst, c'est... je vais donner mon vrai prénom. D'accord, ok. Mais comme c'est pas toujours facile de savoir avec voilà, bon bref. Donc du coup, Jerry et Myst, on ne peut pas passer à côté d'un autre groupe qui vous rassemble, les Chants de Nihil. Ici, on est peut-être moins dans un black revendicatif, rugueux, cru, comme peut l'être les Chants de Nihil, mais plutôt dans un black doom qui privilégie des tempos lents et des ambiances glauques. Oui, même si sur les Chants de Nihil, j'ai toujours mis beaucoup de contrastes en termes de rythme aussi sur mes albums. La rugosité, moi, je la ressens plus et j'ai envie d'en mettre plus, en tout cas dans Gourou, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif et j'ai envie de dire brutal, alors ça ressort peut-être pas de prime abord, parce que les Chants de Nihil, c'est assez percutant, c'est construit, c'est quand même beaucoup de couches superposées, alors que Gourou, c'est plus brut, mais en même temps plus agressif, je trouve, finalement, que ça soit dans le son ou dans les textes, même si les gens ne les comprennent pas forcément ou ne les lisent pas forcément, ce qui n'est pas du tout un reproche. Mais moi, je pense que Gourou, en tout cas moi, ce que j'en fais, je vais vraiment chercher les choses qui sont un peu inavouables en moi et qui sont plus bestiales, alors que les Chants de Nihil est devenu quelque chose d'assez revendicatif, comme tu l'as dit, et puis qui s'est donné un peu une mission de faire toujours de son mieux, ce qui n'est pas le cas avec Gourou. D'accord. Du coup, quand tu dis que c'est quelque chose d'un petit peu bestial et comme on entre aussi dans dans un côté un petit peu doom, est-ce que il y a ce petit côté sludge aussi qui pourrait être présent malgré tout? Alors, je t'avoue que je maîtrise très mal le mot sludge. D'accord. Je sais pas ce que tu entends par là. Je sais qu'il y a quelques passages que moi je pourrais considérer comme desert rock, peut-être. Ouais. Par exemple, Bast in Sunlight sur notre précédent album, il est un peu comme ça. C'est des choses lancinantes, répétitives et assez contemplatives. Je pense que ça peut peut-être répondre à la question. C'est marrant parce que moi c'est vraiment sur le titre éponyme, je vais pas vous faire l'injure de le répéter parce que du nouvel album. du nouvel non album. Mais tu l'as bien dit, c'est Reveal, c'est pas Reveal. Ah bah voilà, j'ai eu un doute. Au départ je disais toujours Reveal, mais bon voilà. Non, c'est ça. Sur l'intro, il y a des petits sons un peu psychés aussi. Donc quand tu parles de desert rock, j'ai même demandé en fait au reste du groupe, j'ai dit mais c'est moi parce que je sors du West Hill et que du coup
J'ai l'oreille un petit peu dans le stoner, mais là j'entendais vraiment cette petite approche un peu stoner en fait, non? Peut-être. Moi, je dirais que c'est rock psyché ou prog. J'ai aucune barrière en termes de style. C'est un peu aussi le cas pour les chants de Nil, même si ça concentre quand même plus l'aspect black metal. Là, je suis ouvert absolument à tout. Il y a aussi, au-delà de l'ambiance que moi je veux mettre, il y a aussi le fait que ça soit un peu un terrain de jeu vocal. Donc j'ai pas envie de faire que hurler. Et, et comme j'aime bien mettre du chant clair, c'est assez important pour moi de faire quelque chose de progressif, pour mettre plus d'émotion, tu vois, pour pas rester dans le schéma couplet-refrain tout le temps. Donc c'est sûrement ça qui fait le côté progressif de certains morceaux, comme celui-là, ou peut-être aussi Return to Sagittarius, tu vois, qui a une patte un peu plus heavy hard rock. Ouais. Ouais. Oui, oui, totalement. Les morceaux sont hyper longs. C'est un peu la patte du prog d'ailleurs. C'est pour permettre de placer un petit peu les ambiances petit à petit. Ça, et parce que j'aime pas qu'on puisse deviner la fin d'un morceau rien qu'en écoutant le début. C'est pareil, cette histoire de progression pour éviter le schéma typique couplet-refrain, un pont et on finit par le refrain. Ça arrive de temps en temps parce que c'est bien aussi de pouvoir se poser et que ça te prenne pas toujours la tête, mais la longueur fait que déjà tu peux construire une ambiance et tu peux aussi faire en sorte que l'ambiance ne t'endorme pas. Donc mettre des surprises de temps en temps. C'est une balance assez subtile, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse moi en tant que compositeur. Il n'y a que toi qui composes? Pour l'instant, oui. Est-ce que les autres, vous aimeriez pouvoir apporter aussi votre patte? Bah, disons que c'est oui, du coup Jerry compose toute la musique, mais j'ai quand même l'impression qu'il nous laisse aussi une liberté d'interprétation. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est aussi pour ça que ça me plaît de jouer dans ce projet. C'est parce que, comme il le disait, il y a un côté très très brut, que ça soit du coup dans l'écriture, mais aussi dans l'interprétation. Et du coup, c'est là aussi que nos différentes personnalités, je pense, s'expriment. C'est parce que vraiment, il n'y a pas de partition stricte qui nous soit imposée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le squelette global du morceau qui est là et qu'on suit, mais au niveau des nuances de jeu, au niveau vraiment des intentions qu'on va mettre, là-dessus, on est vraiment très libre. Donc voilà, c'est pour le moment, c'est comme ça. D'accord. Et oui, à voir dans le futur comment ça évoluera. Tu es le dernier arrivé, il me semble. Non. Non. C'est... D'accord. Ça n'a pas été trop compliqué d'être dans les pas peut-être d'autres auparavant Non, c'est un nouvel exercice pour moi, c'est sûr. C'était assez intéressant. Et ça l'est toujours, c'est pour ça que je suis resté. Et puis après, on verra dans le futur si je peux apporter aussi ma patte dans la composition. C'est une envie? Oui, une envie, oui. Parce que je compose moi-même, donc il y a pas là-dessus. Après, je verrai ce qui leur sortira avec le gourou. D'accord. Les paroles en tout cas sur le premier, on voit bien que elles sont de toi. Sur le second ici, tu es crédité, mais en même temps, il y a aussi un autre nom qui est crédité. Pour l'écriture des paroles? Ouais. Ou peut-être pour l'editing. Mais du coup, Ah non, c'est ma compagne qui est anglophone qui a corrigé la grammaire de... Ah, d'accord. C'est juste ça. Ok. Non, parce que si tu veux, je vais balancer ma recette miracle. J'écris les trucs qui me passent par la tête. Je me casse pas vraiment la tête, hein. C'est ce que je disais aussi, comme dans le sens où c'est brut. C'est qu'il y a une forme de transe qui vient et les textes sont écrits très rapidement. Contrairement au chant de Nil où ça me prend des jours et des jours. Voilà. Donc là, j'écris en français, je passe ça dans Google Trad. Et comme j'ai pas tout à fait confiance, je fais relire ça par mon aide linguistique perso, quoi. D'accord, ok. Voilà. Du coup, on comprend mieux. Donc, tu es vraiment à la manette de tout. C'est ça, ouais. Donc, on n'est pas loin d'être un one-man band, mais avec des musiciens autour. Bah, vu comme ça, oui, mais à l'origine, Gourou, c'était... moi, j'avais juste posté sur les réseaux comme quoi je cherchais à me diversifier au chant et que je voulais raccrocher des projets existants. C'était pendant le Covid. Et donc t'avais des gars qui faisaient du death old school. Et moi j'ai dit je peux essayer de faire du death, tu vois, mais c'est pas trop ma cam. Et les gars ils arrivaient pas à composer, tu vois, ils s'entendaient pas très bien déjà au niveau du style et puis ils avaient pas l'habitude de composer. Donc bon, après des mois et des mois de cafouillage, je leur ai dit bon les gars, si vous voulez je fais un morceau, quoi. Donc j'ai fait un truc, mais comme j'y connais rien au death old school, j'ai fait quelque chose qui c'était le morceau Pilgrim on the Path of Tears qui est sur Novalux.
J'ai fait ça, donc bon, ils ont trouvé ça cool, mais après, c'est vrai qu'au niveau du style, eux, ils trouvaient pas leur compte. Donc malgré moi, j'ai composé la suite, et puis finalement, c'est moi qui me suis mis pour faire avancer les choses à tout composer, mais à l'origine, je voulais juste chanter et interpréter. D'accord. Mais finalement, j'ai pris les choses en main, et c'est pour ça, moi, je suis totalement ouvert à ce que mes collègues viennent proposer des riffs, changer les solos quand moi je propose des solos si ça leur va pas, tu vois. Y a pas de souci là-dessus, quoi. Comme je dis, à l'origine, j'ai pris les riffs de quelqu'un et j'en ai fait un des morceaux. Ouais. Ça t'arrive à rendre. Hop là, tac. T'arrives à rendre concret, je sais pas, ça peut être des idées un peu abstraites, comme sur Initiation, je vois, des cloches, ça peut être un peu moins de faire un truc avec ça, puis j'aurai des sons, il a tout un morceau avec. Ouais, ça peut être, comme je disais, ouais, des idées abstraites et perso, des trucs que je saurais pas quoi en faire, je lui explique un peu, il ajoute sa patte, il arrive à sortir quelque chose. Et je trouve que Max aussi, avec certains sons de basse ou trucs à changer, non, c'est ça qui est bien, pas du tout fermé. Pas du tout. Bah, c'est vrai que avec un son de guitare ou même une basse selon l'ampli que l'on peut utiliser, que ce soit Darkglass ou autre chose, enfin du coup ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. Donc du coup on peut arriver à vraiment avoir d'autres sons, d'autres sonorités. Là vous pensez que vous avez trouvé vraiment le line-up qu'il faut, que le son est celui que vous souhaitez, ou vous avez encore envie de le faire évoluer? Je pense pour le line-up, je pense qu'on s'est plutôt tous bien trouvés, on s'entend tous très bien. Et bah, comme chacun disait, tout le monde il trouve son compte dans le groupe. Et après pour le son, on a toujours, pour l'enregistrement des albums, on a quasiment toujours tout fait mixé, masterisé par le même ingé son. On peut le citer d'ailleurs. Oui, Neric, du coup, qui est. On remercie au passage. Il nous a trouvé le son analogique. Enfin, il n'est pas tout à fait analogique, mais si tu veux, la dernière patte. La dernière touche veut rendre au maximum ce côté analogique. Et on cherchait quelque chose de pas du tout nettoyé, épuré, studio. On garde, tu vois, les petits bruits de baguettes qui tapent sur le cerclage, les bruits du siège qui grince, de la batterie. On essaie vraiment de garder cette ambiance répète, voire concert, pour avoir quelque chose de, au maximum, très vivant. Et on veut pas du tout un son aseptisé, studio. On veut vraiment une ambiance chaleureuse, en fait. Et vivante, organique, voilà. Tout ce qu'on peut mettre dessus. Donc merci Neric. Il a bien rendu ça sur Novalux. Et on lui a demandé pour Revel de garder exactement le même son. Peut-être de le rendre plus propre, enfin, pas tout à fait plus propre, mais mieux balancé, on va dire, mieux équilibré que sur Novalux, qui est, bon, c'est un premier jet. Voilà, donc moi je suis pour continuer sur ce son-là, avec la même personne. Peut-être changer 2-3 petites choses pour pas toujours se répéter, mais je veux que cette identité sonore reste la même. Et puis l'idée de garder un peu tous les petites aspérités, petites erreurs dans le studio, les baguettes, comme tu disais. Là, on voit que ça marchait. On a eu une ou deux chroniques, je crois, qui avaient dit que le son par exemple, le son de batterie de basse était désespérément humain, qu'il y avait un côté live dans la musique, même sur CD. Du coup, c'était un peu ce qu'on voulait qu'il soit retransmettre sur le CD. Bon, d'après les retours, on voit que ça a marché, donc. Mais il y a quelque chose vraiment de viscéral, en tout cas sur l'album. Et on verra tout à l'heure en live ce que ça donne, mais il y a quelque chose vraiment de viscéral, et puis des ambiances glauques qui vont chercher vraiment à nous faire un petit peu avoir les poils dressés. Enfin, c'est ce que vous cherchez justement, ou pas, ou non? Si, totalement. Et quand je fais de la composition, j'en ai déjà mis un peu sur les chants de Nil, mais j'aime bien sur tous les passages lents faire beaucoup de bend, de legato, de glissé. Je veux quelque chose qui coule un peu, tu vois. Je veux pas. Déjà, j'utilise très peu de palm-muting ou de notes coupées ou abrégées ou piquées ou pointées. Enfin, peu importe ce qu'on met dessus comme terme, mais j'aime bien quand vraiment ça dégouline un peu, tu vois. Ouais. Que ça soit une espèce de patte, une boue sonore, donc quand même organisée avec des notes, mais j'aime bien qu'on ressente une forme de malaise, que ça soit chaud mais oppressant. Et on le ressent notamment sur le titre éponyme du dernier album, là, au milieu, après les longs passages blast, t'as vraiment quelque chose de cyclique, sur des demi-tons, avec des bends et tout, grave, c'est assez dégueu, et je veux qu'on ressente ça, quoi. L'album parle de cannibalisme, de chair et tout, et
Chaud, lourd, pressant, c'est tout à fait ça. Hein. C'est ça, ouais. Je voulais passer au live. J'ai eu l'occasion de vous voir en concert au Rituel Noir. C'est très théâtral sur scène. Est-ce que l'utilisation d'accessoires comme le sceptre, enfin la canne, le gros intestin ou alors le panneau Oura sur le morceau Divination in the Bowel, je crois, c'est ça ouais. Est-ce que c'était, comme toi t'es guitariste-chanteur à la base, est-ce que c'était pour t'occuper ou est-ce que c'est fait partie vraiment du concept et ça amène vraiment le concept de l'album à un autre niveau? C'est pour aller dans l'outrance, vraiment. Parce que, tu vois, enfin, les paroles, je les écris, il y a des petites choses que je trouve attirantes, et comme tout le monde d'ailleurs, on est tous parfois intrigués, pas forcément attirés, mais intrigués par des choses qu'on sait très bien qui sont pas acceptables moralement. Et comme justement j'explore ça à fond, je trouve que je pourrais pas faire le mec timide sur scène en racontant des saloperies pareilles. Je suis obligé de les surinterpréter parce que ça fait partie d'un tout et une manière un peu décalée d'ailleurs. Tu vois, le panneau Oura, depuis le début, je trouvais ça drôle et un peu débile comme idée. Mais je me suis dit, mais faut assumer. Moi, je trouve ça super drôle. J'aimerais bien, tu vois, voir un concert qui me dérange un peu, que je trouve malsain, mais en même temps où t'es un peu embarqué dedans parce que tu passes un bon moment, mais de manière joviale. Et je trouve que c'est encore plus dangereux que de simplement essayer de faire peur et de montrer des gens malsains ou qui se donnent un air malsain. Là, tu te donnes un air, mais tu le joues en même temps et t'en rigoles. Donc, tu vois, ça peut dédramatiser, ça peut faire relativiser aussi. Donc, j'aime bien cette forme-là d'humour. Pour le coup, ça marche, ça décontenance un peu le public. Parce que ça casse les codes, quoi. Enfin, ça casse les codes, et puis je pense qu'il y en a qui se sont demandé, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est pas sérieux? Est-ce qu'il est juste débile? En sortant du truc. Et moi, j'aime bien qu'on se pose la question. Quand on analyse vraiment le truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est justement, ça marche, quoi. Voilà. Ça, même si jamais les gens peuvent se dire que c'est pas ça, les mecs font pas sérieux, ils font de la merde. S'ils se posent la question-là, t'as quand même la musique derrière qui, on va dire qui est bien faite. Bon, en tout cas, enfin, bien joué des échos que j'ai eu. Si. Et donc il peut dire, enfin, non, c'est pas juste des cons qui font n'importe quoi, il y a un truc sérieux, mais ouais, ça, ils ont toujours un peu le cul entre deux chaises. Et puis, bon, ça colle aussi un peu aux paroles, au thème voulu, histoire sectaire. Et à ma personnalité, tout simplement, parce que même dans les Chants de Nil, il y a eu beaucoup de fois où je me suis autorisé un petit côté décalé, un peu d'humour, un peu de bêtises. C'est comme ça. Oui, c'est marrant parce que je reviens à ce que tu disais au début de l'interview sur le sludge. Alors c'est sans doute très inconscient de ta part vu que tu connais pas trop cette musique-là, mais c'est une scène qui à la fois musicalement et dans ses thématiques et dans son image raccroche beaucoup à ça. C'est-à-dire que ça va beaucoup mettre en scène vraiment un côté très très dérangeant, très déstabilisant, très glauque, tout en n'ayant pas du tout, comment dire, la tiraille classique du black méchant qui fait peur, quoi. C'est vraiment beaucoup plus subtil et beaucoup plus dans le fond que ça. Donc oui, moi je comprends pourquoi t'as eu cette impression-là en fait. Et d'autant plus qu'il parle de son boueux, on y est aussi. Complètement. Moi j'ai pas l'impression d'entendre du sludge, mais par contre comme on est quand même un petit peu dans le stoner et que ça et le doom et que ça touche un petit peu à ça, je pense que dans l'idée, à mon avis, je serais pas étonné que ça glisse tout doucement le vers... sludge prend ses racines dans le doom à la base. Bah oui, c'est ça. C'est complètement logique qu'on y retrouve des sonorités, des ambiances communes. Et justement, alors. Tu abordes certains sujets, tu dis qu'on va chercher les choses un peu inavouables ou tout ça. Et c'est vrai que je parlais de messe noire un petit peu au départ, entre guillemets, bien sûr avec clin d'œil. Alors, bien sûr avec clin d'œil, mais en même temps, parce qu'il y a des paroles où ça parle un petit peu, à un moment donné, du diable ou ce genre de choses. Il n'y a pas que ça non plus. Ce serait réducteur de ne penser qu'à ça. Mais pour le coup, on parle beaucoup de satanisme à l'heure actuelle. Certains l'utilisent comme étant quelque chose pour dire de choquer la bien-pensance. Mais d'autres, comme John Nodveit, par exemple, vont jusqu'au bout de leurs convictions. Est-ce que toi, ou vous, je sais pas si on met tout le monde dedans ou si c'est juste toi parce que tu as composé l'album, c'est un petit peu là-dedans que tu es ou pas du tout?
Et j'en profite juste pour aller sur autre chose, c'est que en lisant les paroles et puis en me rappelant un petit peu, moi j'ai pas pu vous voir au Rituel Noir, mais j'ai vu les photos et puis c'est vrai que vous en avez parlé. Je me suis dit tiens, ça me fait vachement penser aux Agoris, une secte hindoue. D'accord. Où ils vont justement essayer d'aller dans le ils vont méditer sur des cadavres, ils vont se mettre de la cendre sur le visage, ils vont boire et manger leurs excréments, mais en fait c'est pour pouvoir faire partir leur ego et que le mal devient le bien et que enfin voilà toutes ces choses-là un petit peu. Et je trouvais que ça collait mais alors exactement à toutes les paroles là que je pouvais voir et lire parce que moi j'ai été les lire. D'accord. Mais j'ai fait Google Trad à l'envers. C'est vrai. Ah ouais. Ok. Si c'est nous demander si on est cannibale ou scatophile, non. Non, pas forcément, mais c'est sur le côté d'aller chercher des choses un petit peu inavouables. Est-ce que c'est vraiment juste une envie par la musique d'aller explorer justement ces choses-là que l'on ne peut pas faire autrement, comme par exemple un acteur qui aimerait peut-être jouer un Ed Gaines ou ce genre de choses, mais qui ne l'est pas du tout dans la vie, et bien heureusement. Voilà. Ou alors c'est non, finalement, quelque part, j'exprime un petit peu ce que l'on est. C'est intéressant parce que j'avais jamais pensé à ça à propos de l'acteur qui aurait envie d'explorer ça en se mettant dans la peau de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un peu de ça finalement, tu vois. En ce qui concerne le satanisme, Guru, s'aligne pas du tout là-dessus, mais beaucoup plus sur des références aux pratiques divinatoires dans les cadavres, mais de l'Antiquité romaine. Je suis pas du tout spécialiste du monde hindou, mais là, en fait, le principe c'est que c'est une secte, donc qui pompe des rituels un peu partout. En général, il y a pas du tout une base solide dans les sectes qui existent. C'est souvent un gros mélange, et puis pour finalement abuser des gens. La finalité, elle est soit financière, soit sexuelle, soit ce genre de truc. Donc il y a un gros côté profit, pas du tout pour laver son ego, au contraire, mais pour le flatter. Et aussi dans la démarche et dans les textes, trouver de la beauté dans des choses qui sont a priori dégueu ou qui choquent les gens normaux. Tu vas farfouiller dans les cadavres, bon, a priori, c'est pas ce qu'on fait habituellement, mais il y a des gens qui ont lu l'avenir dans des entrailles ou dans des oiseaux morts ou ce genre de choses, et ça s'inspire de ça, quoi. Parlant oiseaux, voilà. C'est toi qui as fait l'artwork ? Oui, absolument, ouais. Pourquoi des ibis rouges ? Alors, je cherchais une façon d'écrire l'apocalypse, façon gourou. Donc les oiseaux, justement, j'y pensais parce que le thème de la ruspice, lecture dans les entrailles, tout ça, de l'Antiquité romaine. Donc je me suis dit dans les oiseaux, l'ibis parce que ça fait aussi référence à l'Antiquité, un petit peu avec l'Égypte, bon, très lointain, tu vois. Mais il m'en faut pas beaucoup, en fait, je cherche pas à faire du lien, comme je disais, les paroles, je les écris rapidement. Je me suis imaginé comment on pourrait faire le jugement dernier, donc il y a forcément des gens qui sont choisis, qui sont élus, et d'autres qui se font nettoyer, on va dire. Et plutôt que ça soit à la main de Dieu ou quelque chose comme ça, j'ai trouvé ça intéressant que ça soit des animaux qui sortent de la terre et qui bouffent à peu près tout le monde qui n'a pas suivi la voie de la vérité, tout ce qu'on veut, enfin peu importe comment on l'appelle, parce qu'il y a une forme de revanche de la nature sur l'espèce humaine. Bon, ça, je dis ça va plaire à l'organisation du Metaverse. Mais voilà, je pense que j'ai ça aussi dans mes gènes, parce que dans les Champs de Nil, j'en parle aussi en ce moment sur ce que j'écris là, de ce côté punitif que la Terre aura contre nous tôt ou tard. Donc là voilà, c'était une façon de faire un peu guerre des mondes, tu vois, des entités qui sortent de la Terre qu'on n'avait pas vu venir et puis finalement qui font le travail. Oui, mais en même temps, voilà. L'ibis rouge, tu parlais de l'Égypte. Puis visuellement, c'est plus impactant qu'un pigeon, quoi. Sans faire du spécisme. Ceci dit, si tu veux garder justement le côté de mettre parfois des petites conneries pour dédramatiser un petit peu le propos, tu aurais pu mettre le pigeon. Mais ça aurait été trop. J'ai pas envie vraiment de verser dans l'humour total, tu vois, parce qu'effectivement, bon, les textes sont un peu bizarres, mon interprétation est un peu décalée, mais quand tu écoutes juste la musique et que tu fais pas attention, tu peux prendre ça pour quelque chose de complètement sérieux. Je trouve que c'est ficelé, ça.
à aucun moment ça part en punk à la con ou en mode festif. C'est pas ça non plus, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, je dis punk à la con, j'en écoute aussi, mais je veux dire, ça verse pas dans le côté vraiment festif, vraiment rigolard. Mais, c'est décalé plus que humoristique, voilà. mais ceci dit, l'ibis rouge, enfin, tu l'as quand même pas choisi au hasard, cet oiseau. C'est aussi parce que il était le symbole du messager des dieux, de la sagesse, du gardien du mystère. Si. Non. Ah, Non. Parce t'es allé trop loin, là. parce qu'il est souvent utilisé dans l'Antiquité égyptienne, d'accord, mais j'ai vraiment pas fait attention à sa signification mythologique. C'est un animal que je trouve esthétiquement joli. Moi, je fais les choses quand elles me plaisent visuellement, ça me suffit, tu vois. J'aime bien mettre du sens derrière quand j'ai envie de faire un truc sérieux, mais ça, je garde ça pour les chants de Nil. Et là, j'écris en anglais de toute façon, donc j'ai même pas envie d'exprimer quelque chose de spécialement construit. Puisque ce qui m'intéresse, c'est les notes que je vais interpréter derrière mélodiquement, tu vois. Le fond du texte en lui-même m'intéresse pas plus que ça, sinon je l'aurais écrit dans ma langue maternelle. Et je me serais appliqué, versifié et tout, comme je fais d'habitude. Ouais. Et niveau du chant, c'est quand même assez, entre guillemets, avant-gardiste. Moi, j'y entends un peu du de Damsgaard. Est-ce que c'est un peu une influence? Pas du tout, mais tout le monde me dit ça. Je suis complètement à côté de la plaque, en fait. Hein. Alors, pas d'ibis rouge, non. Non, mais De Damsgaard, non plus. mais pour aller dans ton sens, à chaque fois, enfin, allez, au moins une chronique sur deux, les gens ont cité Todd Damsgaard en premier. Au niveau du chant, moi, pour tout ce qui est chant hurlé, chant guttural, tout ça, c'est Attila de Mayhem, ma référence. Ouais, et il était là aussi, mais je l'ai Ouais. pas dit. Et pour le chant clair, moi, je suis fan de Vortex, de Borknagar, Arcturus. Mais je suis fan, mais j'essaye pas non plus d'aller dans ce sens-là. Je fais rarement du chant aussi clair, clarifié, lyrique que ça. Déjà, j'ai pas la capacité de faire aussi bien. Et je fais souvent. Au Samen de l'année dernière. Non. Ah. Mais j'ai déjà vu Arcturus plusieurs fois. Ah oui, d'accord. J'y étais, c'était incroyable. Ouais. Borknagar à 2 mètres devant Vortex. Oui, Borknagar, ouais. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on approche là de la petite demi-heure, donc je pense qu'on va je vais pouvoir vous laisser, vous reposer, aller manger, aller, Pour préparer. voilà, tout simplement. Un grand merci, en tout Merci cas, pour beaucoup. cet échange, et puis voilà, je vais repartir avec mes questions où je me suis complètement trompée. Mais non. Mais en tout cas, ce sera un vrai plaisir de vous voir Moi, sur c'est une scène. vraie interview, tu vois. Ça remet 2-3 choses en place. C'est ça, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.